Directeur de publication de l'hebdo La Gazette. Merci Pape Amadou d'avoir répondu à notre invitation. Merci Binta, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs de RFM. Merci. Nous recevons également Mamadou Sy Albert. Merci Albert d'être là. Merci Binta pour l'invitation aussi, merci également. Le Sénégal a un niveau d'endettement élevé, c'est le constat de la Banque africaine de développement, la BAD, qui demande aux autorités de maîtriser la dette. Albert, quelle lecture faut-il en faire ? Je crois que c'est une question qui devient récurrente, que la dette, c'est réellement une préoccupation. Maintenant, la BAD, comme les autres institutions du financement du développement, essaye de rassurer. Pour moi, ce qui est nouveau mérite d'être souligné. Pendant tout le déroulement du premier mandat, avec la mise en place du PSE, les grands projets de l'État, les institutions de financement ont accompagné avec beaucoup d'engagement. Ils ont accompagné le financement, ils ont aidé à élaborer les projets de développement, les grands projets d'investissement public et privé. Mais depuis le début du deuxième mandat, il y a un changement de tonalité. Donc ça veut dire que la question de la dette, ça devient une préoccupation. Qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds ne peuvent plus fermer les yeux. Et je crois qu'ils ont même dépassé la phase de conseil, de réorientation. On est carrément dans une étape de réajustement. C'est ça qui explique que, malgré les assurances, les bailleurs de fonds souhaiteraient que le Sénégal fasse un virage économique par rapport à la dette, qu'il y ait une maîtrise réelle de la dette parce qu'elle augmente. Et cette augmentation-là, même si le rythme est acceptable, c'est sûr et certain que dans 2 ou 3 ans, la dette va être une question politique. Quel choix Macky Sall devrait faire? Actuellement, on le sent que le président essaye de prendre des mesures pour essayer de maîtriser la dette. C'est tout ce qu'on voit, les mesures de réajustement, de réduction des dépenses publiques. Mais cette réduction-là n'est pas suffisante par rapport aux capacités financières du Sénégal. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème qui est devant nous. Oui, quand la BAD alerte, quand même, ça devient un peu sérieux. Pape Amadou, on s'endette pourquoi? Peut-être pour des dépenses de prestige qui sont loin d'être prioritaires pour les Sénégalais. Vous savez, la question, elle est difficile. Extrêmement difficile pour notre pays parce que dans le jargon populaire, dès qu'on dit il est surendetté ou il est endetté, les gens vous regardent d'un certain œil. Quand il s'agit au niveau étatique, cela devient extrêmement préoccupant. Et je pense que Albert a bien raison de dire que la question peut devenir extrêmement politique. Et l'on s'étonne même quelque part que nos dirigeants, de manière générale, l'opposition s'entend, parce qu'elle fait partie de cette classe-là, n'ait pas encore pris son bâton pour dire attention, relevons la question, faisons en sorte que on ne peut pas parler de dépenses somptuaires parce que l'État refusera d'accepter peut-être cette formulation. Mais l'on peut dire qu'il y a eu des engagements qui sont faits aujourd'hui et qu'on aurait pu peut-être ouvrir vers d'autres options. Tout le monde vous dit aujourd'hui, oui, la question de la terre, elle est importante, la terre. Peut-être quand ça se réalisera, mais ce sera peut-être d'ici quelques années que les gens connaîtront véritablement l'impact peut-être d'un tel outil. La BAD vous dit d'autre part également que nous sommes dans la soutenabilité. C'est peut-être là également que le bémol est mis pour dire faisons en sorte que l'on ne dépasse pas le cadre. Faisons en sorte que l'on ne dépasse pas le cadre. Mais je pense que l'alerte est bien donnée aujourd'hui et depuis quelque temps, il a bien raison de souligner le cadre. Depuis que nous sommes entrés dans l'ère Macky 2, les autorités, de manière générale, vous disent attention,
je dis, ce qui nous administre au plan financier, la BAD, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods de manière générale vous disent attention, Sénégal, il y a un seuil à ne pas franchir. Si l'on ne franchit pas ce seuil, c'est tant mieux, mais le cadrage est déjà fait et je pense que les autorités devraient pouvoir en tenir compte. Oui, vous l'avez dit Albert, on cherche à rationaliser les dépenses publiques, mais l'on continue quand même à s'endetter pendant que l'administration sénégalaise continue à coûter cher aux contribuables sénégalais. 2 véhicules à 147 millions de francs CFA achetés par l'ARTP et la goutte d'eau quand même qui a fait déborder le vase et qui a amené le président de la République à demander du coup la suspension de l'achat des véhicules au niveau de l'administration. Est-ce la solution pour quand même rectifier le tir face à cette bamboula dans notre administration? Bon, je ne crois pas que ce soit la solution, parce que la décision de réduire, par exemple, la facture du parc automobile, le téléphone, c'est des mesures qui ne vont pas dans le fond. La question qu'on a aujourd'hui au Sénégal, c'est comment faire pour que l'administration soit une administration de développement. Mais c'est une question qui est posée là depuis Abdou Diouf. On n'a pas une administration du développement. Si vous regardez concrètement la physionomie de notre administration, elle est concentrée à Dakar. Et elle n'est pas présente dans les activités économiques, dans les activités de développement. Et ça, ce n'est pas une question de réduire le train de vie de l'administration. Au contraire, ça peut entraîner un effet très négatif. Ça va démobiliser l'administration, ça va démotiver les agents de l'État. Et tout le monde sait que la question des salaires, la question de la motivation, c'est ça le fondement d'une administration de développement. Il faut que tu aies des agents bien motivés sur le plan salarial, mais il faut que des agents soient aussi bien formés, qui soient compétents sur le plan du développement, que ce soit l'industrie, l'agriculture. On n'a pas ça. Donc, si vous voulez, c'est de la poudre qu'on est en train de jeter. Parce que Abdou Diouf l'a fait, Abdoulaye Wade l'a fait. Ces réformes-là, en général, débouchent sur ce que tout le monde sait. C'est que les agents vont être démotivés. Oui. Et ça va être aussi démagogique à la limite parce que ceux qui sont en haut, mais ils vont continuer à mener leur train de vie. Et ils auront de bons salaires, ils auront des logements, ils vont vivre comme des, si vous voulez, des pachas. Oui. Et tant qu'on ne remet pas la question de fond, c'est-à-dire il faut quelle culture? Comment faire que l'administration sénégalaise ait une culture du développement? Oui. Et je crois que c'est à ce niveau-là que Macky Sall est attendu. Mais malheureusement, il va s'en rendre compte. On n'est plus dans la période du premier mandat. On est dans un deuxième mandat. Il va vers la fin d'un deuxième mandat. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut que la deuxième alternance comprenne que l'enjeu de l'administration, c'est une culture, c'est une formation, c'est aussi des méthodes. C'est que la méthode actuelle, si vous voulez, c'est une méthode qui jette en pâture l'administration. Oui. On jette les agents de l'État devant l'opinion que votre train de vie nous empêche de gérer. Oui. Mais c'est un faux débat à la limite. Moi, je préfère des administrations bien équipées, bien formées techniquement, mais capables de produire. Si vous regardez même la question de notre point de vue, ça dit que l'administration sénégalaise n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. Et si vous regardez les questions, par exemple, de tous les services publics sénégalais d'ailleurs, que ce soit la police, l'armée, la douane, tous ces corps de métiers-là réclament des moyens. Oui. Ils n'ont pas de moyens techniques. Et en plus, maintenant, il n'y a pas assez de cadres. On n'a pas atteint une taille critique qui permet à notre administration de gérer l'ensemble du territoire. Oui, sauf que la crème est là au niveau des cadres dont vous faites état, parce qu'on a entendu les syndicalistes de l'administration dire que les hommes qu'il faut ne sont pas à la place qu'il faut. Ce sont les politiciens, Pape Amadou, qui occupent surtout les postes de responsabilité et qui font souvent ce qu'ils veulent de l'argent du contribuable.
Le changement de paradigme s'impose. Le changement de paradigme s'impose en ce sens que moi, je ne suis pas un technicien des finances. Je ne peux parler que de manière générale. Mais par rapport à la lecture que nous avons de la marche de notre pays, de la marche de notre administration particulièrement, l'on peut dire en tout cas qu'il faudrait peut-être inverser certaines tendances. Il faudrait inverser certaines tendances. Vous savez, quelles sont ces tendances qu'il faut inverser? J'ai dit par exemple, et je reviens sur ce que disait Albert, parce que c'est important ce qu'il a dit. Quand vous allez dans certaines structures étatiques aujourd'hui, trouver une feuille de papier extrêmement difficile. On vous dit, oui, monsieur, nous sommes à votre service, mais nous n'avons pas les moyens de pouvoir satisfaire votre demande. Au moment où l'on vous dit, vous l'avez relevé tout à l'heure, qu'il y a dans certaines structures la possibilité pour un directeur d'acheter un bolide ou des bolides à 140 millions. Attendez, il y a une relecture à faire. C'est pourquoi la culture de développement dont il parle au niveau de l'administration est aujourd'hui importante. Tout au plan social, regardez toutes les revendications qu'il y a aujourd'hui venant de la part des syndicats de manière générale qui vous disent nous avons nos attentes qui ne sont pas satisfaites. Et vous voulez encore aller vers peut-être une réduction des possibilités qu'il y a au niveau de ces structures-là pour demander aux gens de faire plus et mieux. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'ai dit le changement de paradigme est extrêmement important. Et en relevant tout cela, je pense que si on va peut-être vers des assises de l'administration, ce qui s'est tenu il y a eu quelque temps, et que l'on applique les réalités de ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire, en ce moment peut-être le rebond qui est attendu pour permettre à notre pays de s'ancrer véritablement dans une phase de développement optimalisé, où les moyens sont mis là où il le faut, et que également dans un certain niveau, la culture du pacha, c'est vous qui avez donné le mot tout à l'heure, certains salaires ou certains fonds qui sont logés dans certaines structures doivent être revus pour que l'on aille vraiment vers l'optimalisation, et je pense qu'à ce niveau-là, c'est des choses qui peuvent se faire et extrêmement urgemment pour pouvoir dire le Sénégal est aujourd'hui sur de bons rails et ne pas dire oui, le pétrole va nous arriver, le gaz va nous arriver. Oui, on a comme l'impression, Albert, qu'il n'y a pas une réelle volonté politique pour parvenir à une administration performante et une administration de développement, comme vous l'avez dit tantôt. Je crois que c'est la triste réalité. On n'a pas une administration une administration du développement, on ne l'a pas. On n'a pas une culture du développement. Et on a tout fait pour tuer la culture du développement. Aujourd'hui, le mérite dans l'administration, ça n'existe plus. Mais pourquoi? Et pourtant, on a eu une histoire assez riche. On a eu des grands comités d'État, on a eu des cadres formés. Si vous regardez même au cours de ces 20 dernières années, le nombre de cadres sénégalais qui se sont repositionnés à l'échelle de l'Afrique ou à l'échelle des Nations Unies, le Sénégal a le potentiel. Et malheureusement, la culture clientéliste, on revient toujours à ça. Vous regardez, Macky Sall, c'est un bon exemple. C'est qu'à chaque grande campagne électorale, des locales, des législatives, le principe de base, c'est que la fonction administrative correspond à une fonction politique. Il a tout le temps demandé à ses cadres de gagner et de l'aider d'aller faire la politique. Et je crois que c'est cette politisation-là qui ne nous rend pas service, qui ne rend pas service même au président de la République à la limite, parce que on s'en rend compte, vous citiez tout à l'heure une structure qui est assez rentable financièrement, mais on voit comment on utilise mal l'argent dans des véhicules. On a parlé peut-être que des véhicules, mais il n'y a pas que les véhicules, ils sont bien logés, ils se déplacent. La masse salariale. Donc ça, c'est un problème politique. Il faudrait que le président de la République, si vraiment
il mesure qu'il y a 4 ans, il doit faire ses preuves. C'est-à-dire que ce n'est pas encore perdu une gouvernance sobre, ce n'est pas perdu. Mais il y a un courage, une audace politique qu'il doit faire. Il doit prendre ses responsabilités, mettre de côté la politique. Je crois que pour moi, si Macky Sall arrive à mettre en parenthèse le clientélisme, en 4 ans, le Sénégal peut redresser. Maintenant, si on reste dans l'engrenage du clientélisme, c'est sûr et certain ce que tout le monde regrette. Mais est-il possible de mettre de côté le clientélisme politique ou caser mais c'est ce qu'on voit. Les messages des bailleurs de fonds est très clair. On est dans un processus de réajustement budgétaire. Mais c'est sûr et certain que si le réajustement budgétaire ne répond pas, la dette, elle va continuer. Les grands projets de l'État ne seront pas financés. Mais d'une manière ou d'une autre, on va arriver à l'ajustement structurel. Et ça, c'est clair. Les bailleurs ne sont plus dans une dynamique de politique politicienne. Le premier mandat, ça va. Le deuxième mandat, il n'est plus possible. Parce que ça va compromettre, ce n'est pas seulement l'économie sénégalaise. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que là, on rentre dans une économie africaine. Il y a des règles économiques qui vont s'imposer au Sénégal. Et si le Sénégal ne fait pas attention, mais on risque d'être non seulement le mauvais élève en Afrique, mais les bailleurs de fonds vont aller ailleurs où les pays acceptent de s'engager dans une politique vraiment de rupture pour aller vers le développement. Et on le voit. Peut-être aussi que la BAD a utilisé un langage diplomatique juste pour alerter sur le seuil d'endettement. Moi, je crois que c'est diplomatique parce que, le Sénégal est bien perçu à l'échelle du monde. Le Sénégal a la chance d'avoir un partenaire qui est la BAD, qui connaît très bien le Sénégal. Les Sénégalais sont présents à la BAD. Donc, il y a une cote de confiance. Mais ce formalisme diplomatique-là, c'est pour un temps. Et il faudrait que les Sénégalais comprennent que jamais la BAD ou le FMI ne vont venir pour décrire un pouvoir politique. Absolument. Il y a aussi le dialogue politique qui bute Pape Amadou Fall sur plusieurs points. Les plus essentiels d'ailleurs, l'article 80, être chef de parti président de la République, l'amnistie pour Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, tous rejetés par la majorité présidentielle qui siège au sein du dialogue, ce qui fait dire que l'on court tout droit vers l'échec de ce dialogue politique qui a quand même duré 7 mois. Qui n'est pas encore terminé. Que l'on court vers le mur. J'espère qu'on va passer écrasé. J'espère qu'on va passer écrasé. Je pense que le point qui a été particulièrement relevé par rapport à ce dialogue politique, c'est peut-être la question du double statut. Oui. Président de la République et chef de parti. La question, elle est récurrente. Je pense que depuis Abdou Diouf jusqu'à aujourd'hui, je ne sais plus si Senghor cela a été agité, mais en tout cas depuis Abdou Diouf jusqu'à nos jours, tous les présidents qui passent se tiennent dans la même posture. Ils ne lâchent pas leur parti. Et vous savez, il y a la question de l'arbitrage, qui est une question d'éthique extrêmement importante. Vous ne pouvez pas être président de la République et chef de parti. Mais en Afrique, malheureusement, de manière générale, c'est comme ça que ça se passe et personne ne s'interroge en se disant « et pourtant, j'aurais pu reculer ». Ce recul est nécessaire. Ce recul est nécessaire pour permettre à notre démocratie de faire des avancées assez importantes. Si ce qu'on retient des assises qui s'étaient tenues en 2009 et qui ont abouti à la mise à la CNRI, on se tient à cela. L'on peut dire que les bonnes orientations ont été bien dégagées et très bien indiquées pour qu'aujourd'hui, le président Macky Sall puisse dire « Je suis président de la République. Le chantier politique, je le laisse à quelqu'un d'autre au sein de mon parti. Mais est-ce qu'il s'y est préparé ? Voilà la question majeure. Est-ce qu'il s'y est préparé ? Parce que vous ne pouvez pas lâcher une chose sans vous être donné les moyens suffisants pour dire la gestion
que j'attends pourra se faire à ce niveau-là. Et pour cela, il faudra y passer. Quand? Maintenant, c'est la question qui se pose. En attendant, autour du dialogue, tous les griefs sont bien levés pour pouvoir dire si ça ne se règle pas, peut-être qu'on n'avancera pas. Oui. Et ce serait dommage. Alors, dans les assises, le président, on avait émis l'idée d'un régime parlementaire. Macky Sall, à l'époque, avait émis des réserves. La CNRI avait également émis l'idée que le président de la République ne soit plus chef de parti. Macky Sall, jusqu'à présent, a reçu le rapport et ne l'a pas fait appliquer, ce qui veut dire que sur ces questions aussi importantes les unes que les autres, le président ne veut pas donner son point de vue, ne veut pas trancher de façon positive. Oui, je crois qu'on peut le dire qu'il y a en tout cas une divergence qui est nette entre la perception de Macky Sall et la perception des assises. Bon, maintenant, je crois que Macky n'a pas eu un débat au niveau de l'APR. Je crois que c'est, à mon avis, c'est ça la grosse difficulté du président Macky Sall. L'APR est arrivé au pouvoir, mais l'APR n'a pas capitalisé ses expériences de gouvernance de Wade, la gouvernance qui avait été proposée par les assises. Macky a fait un choix personnel en tant que chef d'État. Et on le voit, depuis qu'il est au pouvoir, il est maître absolu, aussi bien de l'APR que de Benno, que du jeu politique. Il est trop seul dans ces si vous voulez, sur ces grandes questions. On le voit même dans ses choix même. Dans ses choix. On le voit même avec le troisième mandat. C'est un choix personnel du président de la République qui n'est pas discuté. Donc il est un peu autoritaire. Et c'est ça qui le met en porte-à-faux avec ceux qui lui disent « mais décharge-toi du parti ». Il ne pourra pas le faire. C'est dès le départ qu'il a raté le coup. Et je crois que aussi, il ne croyait pas tellement aux conclusions des assises. Parce qu'il n'a pas été un acteur des assises en réalité. Et je crois que c'est ce passif-là qui fait que pour moi, c'est vrai. On ne le dit pas, c'est peut-être trop tôt. Mais en tout cas, le dialogue ne va pas donner grand-chose. C'est-à-dire que le dialogue ne va pas faire avancer le Sénégal sur les grandes questions. Et malheureusement, ça risque de se répercuter sur le mandat du président. C'est-à-dire que la seule chance que Macky avait là avec ce dialogue, c'est de relancer le Sénégal. Oui. Mais si le dialogue aboutit à un blocage des relations à l'intérieur de l'APR, entre l'APR et le Benno, entre le Benno et l'opposition, on va vers des querelles personnelles, que tout le monde va tirer sur Macky, la majorité va soutenir Macky et vraiment le Sénégal va tourner en rond, à moins que c'est vrai aussi qu'il faut pas trop se précipiter, il a quand même pris un engagement. Ça dit qu'il va respecter les conclusions du dialogue. Il y a quand même cette fenêtre qu'il a ouverte. Je crois que le président Famara, avec toute son expérience, peut saisir cette ouverture-là pour lui dire que tu avais promis ça, voilà ce qu'on a convenu et que c'est un grand négociateur Famara. Je crois que ça m'étonnerait quand même que lui, il organise pendant 3 mois et qu'il parte comme ça. Pourtant, ce même Famara Sagna, qui est le président du comité de pilotage du dialogue national, a été saisi par le dialogue politique pour l'audit et l'évaluation du fichier électoral. Jusqu'à présent, on ne sait pas si les appels d'offres ont été lancés ou pas. Alors, si on ne lance pas ces appels d'offres, on ne peut pas évaluer, on ne peut pas auditer, on ne peut pas tenir les élections locales qui doivent quand même se tenir. J'ai entendu cependant quelques acteurs de ce dialogue dire qu'il y a de belles avancées et qu'on peut peut-être arriver à cet audit qui est très très attendu parce qu'extrêmement important. Et je pense que il y a des opportunités qui sont à saisir parce que vous savez, entre avoir un point d'achoppement et dérouler 10 autres de manière quasi parfaite, parce que les acteurs qui sont dans le dialogue politique particulièrement vous disent nous avançons, à pas feutrer peut-être, mais nous avançons. Et
qu'il y a un climat de sérénité également qui entoure le travail que les uns et les autres sont en train de faire de manière générale. C'est pourquoi moi je dis, on peut avoir de l'espoir que quelque chose peut bien sortir. Il a bien raison, Albert, de dire que le président de la République, Macky Sall, avait ouvert une fenêtre. Je dirais même que c'est une porte. C'est là peut-être plus important qu'une fenêtre. C'est une porte parce qu'il a dit « je vais appliquer les décisions que vous allez prendre ». Nous ne sommes plus dans le cadre de 2009 avec les assises. Ici, c'est un engagement qu'il a pris et l'État, le peuple, l'écoute à ce niveau-là. C'est pourquoi je pense que les acteurs, en faisant preuve d'intelligence, parce que vous ne pouvez pas tout avoir d'un coup, mais vous pouvez avoir au moins, des charges extrêmement importantes qui vous permettent demain de rebondir sur ce qu'il y a encore à ramasser. Et c'est sur ce plan-là que je pense que les acteurs qui sont dans le dialogue peuvent faire preuve de finesse dans leur démarche en disant on va l'appâter sur tel et tel point. Ça va être difficile peut-être à obtenir, mais même si nous grignotons quelque chose, c'est déjà important. Je pense qu'une négociation, c'est comme ça qu'elle se perd. Mais si ce sont les grands points qui sont quand même rejetés par la majorité, est-ce que ce n'est pas un piège que leur a tendu le président de la République? Mais on peut le considérer en ce moment comme tel. Et en ce moment, oui, Albert a raison de dire que cela n'aboutira à rien. Mais je pense également que la majorité est dans son rôle. Parce qu'on ne peut pas vous dire, je suis dans votre défense, je vais vous marquez un but et vous dites bon, toutes les options vous sont ouvertes. Non, vous fermez presque toutes les options dans la mesure du possible pour dire on ne vous laissera pas d'angle de tir. Oui. Et c'est ce qui est en train de se passer. Oui. Aujourd'hui, est-ce que le président Macky Sall n'est pas en train, Albert, de dérouler son agenda et pour pouvoir, comme on l'a tantôt souvent répété ici, pouvoir coupler les locales et les législatives à venir? En tout cas, pour le moment, la société civile et l'opposition. Pour le moment, il maîtrise. Pour le moment, c'est le maître du jeu. C'est le maître du jeu. Et je crois que, bon, vous avez raison. C'est à partir du moment où, sur les grandes questions qui étaient les enjeux du débat depuis qu'il est au pouvoir, s'il réussit à écarter les grandes questions, ça veut dire que lui, il y a quelque chose qui l'intéresse. À travers ce dialogue, c'était de recréer une ambiance de dialogue national, de créer une ambiance d'unité, et il va faire une offre à partir des conclusions. Et je crois que les élections locales et les élections législatives, pour moi, sont très importantes dans ce schéma de Macky Sall. Actuellement, il ne prend aucun risque, il ne prend aucune décision majeure. Il suspend tout en disant que j'attends les conclusions du dialogue. Mais ce qui est clair, que les locales et les législatives, s'ils sont couplés, c'est ça qui correspond à la démarche actuelle du président de la République. C'est-à-dire que je mets en avant un consensus national. On va aux élections locales et aux législatives, mais une fois que cette étape est terminée, le schéma de Macky Sall est clair. Il va maîtriser, si vous voulez, l'agenda politique. Et je crois que c'est à ce niveau que le président joue. Et s'il arrive à mener à bout le dialogue, qu'il organise des locales et des législatives couplées, c'est sûr et certain qu'il aura 2 ou 3 ans franches pour mettre en avant son programme politique. Donc ça, c'est la stratégie de Macky Sall qui me semble relativement claire. Maintenant, est-ce que l'opposition comprend cet enjeu-là? Je ne crois pas que l'opposition soit à la hauteur de la stratégie de Macky Sall. Elle est trop divisée, elle est trop dispersée. Elle ne pourra pas s'en sortir comme ça. Il y a, si vous voulez, quelque chose qui rappelle le premier mandat. C'est-à-dire que le premier mandat, Macky Sall a gagné toutes ses batailles politiques, que ce soit locales, législatives. C'est à peu près la même chose qui risque d'arriver à l'opposition durant ce deuxième mandat. Mais est-ce que cette opposition, vous l'avez dit, qui est bien divisée, n'est pas dans le jeu aussi de Macky Sall? Binta, nous nous sommes tous accordés à dire qu'aujourd'hui, le maître du jeu, c'est Macky Sall.
tous, nous sommes d'accord. C'est lui le maître du jeu. Parce qu'on n'entend pas cette opposition qui siège au sein du dialogue politique, malgré que la majorité est en train d'asseoir sa suprématie, qui rejette toutes les questions essentielles, mais l'opposition, elle est toujours là, elle ne bronche pas. Vous savez, je ne m'accorde pas sur la division de la majorité, de l'opposition. Je pense que l'enjeu est de taille. Et il ne s'agit pas de dire que j'ai dompté mes adversaires, je vais faire ce que je veux. Ce n'est pas la lecture d'un homme d'État. En tout cas, ce ne doit pas être la lecture d'un chef d'État qui travaille pour une nation et qui doit faire en sorte que les lendemains soient meilleurs. Vous partez, vous laissez un pays en ruine. Vous ne pouvez pas le regarder ensuite en vous disant « je suis satisfait ». Non. Et le jeu démocratique est d'une importance capitale aujourd'hui dans notre pays, parce que nous avons des échéances qui sont extrêmement fortes. Nous avons tout à l'heure parlé du gaz et du pétrole. C'est des enjeux extrêmement importants. Vous ne pouvez pas vous réaliser si vous n'avez pas une démocratie forte, saine, qui vous permet de dire je peux faire face. Et ça, c'est avec l'accompagnement, non pas de votre majorité, mais de la majorité, de l'opposition et de la société civile. C'est à ces dimensions que ça peut se dire. Donc, même si le président Macky Sall aujourd'hui a tous les pouvoirs en main, même s'il a en main également toutes les questions opportunes en se disant mon opposition est inexistante, il l'a déjà dit. Mon opposition est inexistante, mais il ne s'agit pas de piétiner cette opposition. Il s'agit de prendre des dispositions qui fassent que le pays puisse avancer. Et le couplage des élections, la question que vous avez relevée tout à l'heure, le couplage des élections peut être une bonne chose, comme cela peut être une mauvaise chose. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des enjeux extrêmement importants. Quels sont ces enjeux ? Le coût financier qui est à relever, mais également le coût politique. Parce que gagner une élection est une chose, mais perdre une élection peut être extrêmement désagréable. Et quand on mesure aujourd'hui le pays par rapport à son pool démocratique, par rapport également à tous les questionnements que les Sénégalais ont de manière générale, vous allez à ce challenge-là, en vous posant beaucoup de questions. Vous n'êtes pas sûr de remporter le pouvoir. À moins que peut-être vous ne mettez en place des options qui sont totalement interdites par le jeu démocratique. Oui. Alors, il faut quand même rappeler, Albert, que cette opposition qui est au sein du dialogue politique n'est pas cette opposition qui est quand même au sein du dialogue national. Il y a une autre opposition qui quand même travaille dans les autres commissions, pas seulement dans la commission politique, parce que dans la commission politique, c'est le dialogue politique qui est dans la commission politique. Pendant ce temps, d'autres ont fait leur entrée dans d'autres commissions, pour ne pas les citer, les Mamadou Diop Decroix et autres, ce qui fait dire aussi, est-ce que ce dialogue national n'était pas juste un prétexte pour un gouvernement d'union, d'entrisme ou je ne sais pas. En tout cas, si c'est une perspective qu'on ne peut pas exclure, On a besoin d'un gouvernement d'union d'ailleurs. Non, pour Macky Sall. Pour Macky Sall, c'est clair que c'est ça qu'il attend. Il n'a pas réussi totalement durant son premier mandat parce que c'est les alliés socialistes et progressistes qui l'ont soutenu et un peu une frange de la gauche. Mais si vous voyez la réconciliation avec Abdoulaye Wade, il y avait un objectif clair qui était là. Si vous voyez l'apaisement des relations avec Idrissa Seck, il y a une perspective unitaire. Donc, ce qui arrangerait Macky Sall, c'est des assises, des conclusions consensuelles et un renforcement de sa mouvance présidentielle. Ça, c'est clair que s'il prend des gens de la gauche, s'il prend la société civile, s'il prend une partie du PDS, une partie du Rewmi, mais il va dérouler correctement son deuxième mandat. Mais par contre, c'est ça l'enjeu. Est-ce que l'opposition va entrer dans ce cadre-là ? Est-ce qu'elle est consciente que c'est la meilleure façon de perdre 2024 ? Si jamais ils acceptent ce schéma-là, c'est sûr et certain que l'opposition va être battue en 2024 parce qu'elle n'aura pas le temps de se préparer à cette échéance. Et Macky Sall se prépare à ça. Qu'il soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat,
c'est sûr et certain que Macky reste politique. La présidentielle, c'est ça son objectif central. Maintenant, on le voit d'ailleurs d'une certaine façon à travers Sonko, à travers certains mouvements de la société civile. La radicalisation de l'opposition, c'est une perspective que Macky ne souhaite pas. Parce que s'il y a une radicalisation, ça veut dire que les risques de perdre les locales, les risques de perdre les législatives, le premier faux pas de Macky Sall va avoir des conséquences néfastes sur son deuxième mandat. S'il perd, par exemple, les locales, ça va être négatif. S'il perd les législatives, ça va être négatif. Donc, c'est quelqu'un, à mon avis, à la limite, il calcule au millimètre près son agenda. Il ne veut pour rien au monde perdre les locales parce qu'il sait que demain, la présidentielle va aussi dépendre du contrôle des collectivités locales. Donc, il y a tous ces enjeux-là dans ce dialogue. Mais c'est vrai que personnellement, Macky est devenu très, très politicien. Il ne va jamais donner comme ça gratuitement le pouvoir à l'opposition. Oui, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin, Pape Amadou, d'un gouvernement où l'opposition va faire son entrée? Je dirais que les options sont ouvertes. Les options sont ouvertes en ce sens que nous avons connu l'entrisme, je crois que c'était en 1991, avec Diouf et Wade, c'était en 1991. Qu'est-ce que cela a donné ensuite à notre pays? En tout cas, si on s'arrête au plan économique, on dira qu'il y a eu ensuite l'ajustement structurel. 5 ans après, il y a eu l'alternance. Pour ceux qui tenaient le pouvoir, ce n'était pas le meilleur schéma qui a été attendu. Aujourd'hui, le cap est sur 2024. Est-ce que Macky Sall sera candidat? Il ne sera pas candidat. La question... C'est le flou total. C'est le flou total sur ce plan-là. Même s'il lui a dit qu'il ne sera pas candidat. Ça, vraiment, je tiens à le relever dans ma binte. Il a aussi dit que le moment n'est pas encore venu. Oui, le moment n'est pas encore venu. Bon, donc laissons notre flou s'installer d'une certaine manière en disant qu'on peut balayer un peu dans l'opacité également. Mais l'opposition telle qu'elle est aujourd'hui, je dis... elle est, disons, presque neutralisée. Hormis quelques velléités que l'on voit de la part d'un certain Ousmane Sonko qui se positionne, et l'on verra peut-être d'ici quelques mois ou peut-être d'ici l'année prochaine quel sort peut-être pourrait lui être fait par rapport à certaines questions que lui-même a soulevées et qui pourraient être examinées par l'Assemblée nationale, voire même par la justice elle-même, de sorte que la question revient. Macky, maître du jeu, est-ce qu'il va ouvrir ses portes à l'opposition de manière générale? On n'entend plus Idrissa Seck. Ouais. Abdoulaye Wade s'est tu. Les autres de manière générale, je dirais un Mamadou Diop de Croix, etc. Tous se sont quasiment rangés. Mamadou Diop de Croix est dans la commission nationale. Bon, je dis. Dans le dialogue. C'est pourquoi je dis tous se sont quasiment rangés d'une certaine manière et œuvrent peut-être pour être utiles à la nation. Être utile à la nation. C'est important. Mais les Sénégalais, eux, sont dans une certaine expectative. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Et je pense que nous avons la possibilité de rebondir. Je parle des Sénégalais de manière générale, qui fait que à chaque fois qu'on s'est retrouvé face à de telles situations, il y a eu de belles surprises dans notre pays. Nous l'avons connu en 2000, nous l'avons connu également en 2012. C'est pourquoi je dis, les politiques font ce qu'ils veulent, travaillent suivant leur plan, ont leurs objectifs, mais le peuple également est à l'écoute. Absolument. Alors, il y a un autre débat qui a été agité ces temps-ci et qui a été porté par Aminata Mbengue Ndiaye, la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, donner un statut spécial à la ville de Dakar, qui a été même rejeté par la majorité. Et vous, Albert, quelle est votre lecture sur cette idée de Aminata Mbengue Ndiaye? Bon, je crois que c'est une mauvaise idée. C'est une très, très mauvaise idée. C'est pas une bonne proposition politique.
on est dans le dialogue politique, on est dans le dialogue national. C'est pas le moment. Si une personnalité politique quand même qui dirige le Parti socialiste, qui est assez expérimenté, la troisième personnalité de l'État, ne devrait pas accepter de perturber le jeu démocratique. Hein. Le PS aurait sorti un point de vue clair et net à l'issue d'une rencontre, on l'aurait compris. Mais on a un débat politique, on a un débat national. Je crois qu'il faut verser les questions qui peuvent susciter des controverses dans le cadre de ces débats-là. C'est la meilleure attitude. Maintenant, du point de vue de la réflexion sur la ville de Dakar, à mon avis, on parlait au début de l'émission il faut changer d'approche. Si vraiment les acteurs politiques comprennent l'enjeu de Dakar, c'est que Dakar ne peut plus être géré par un pouvoir politique. Les citoyens de Dakar, de cette région-là, souhaiteraient un maire qui soit capable de travailler pour la capitale. Et je crois que c'est ça, ce message-là, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, tous ils devraient aller dans cette direction-là. Comment faire émerger la région, un maire, des collectivités locales, un sentiment d'appartenance à la... C'est ça que les gens cherchent. On ne cherche plus à diviser la région de Dakar. Les gens cherchent à trouver quelqu'un capable de développer Dakar. Et je crois que le statut spécial, pour moi, c'est un faux débat. Hein, c'est un faux débat. Au contraire, même, ça risque d'aggraver les tensions qu'il y a au niveau des acteurs politiques. Imaginons que cette idée-là passe, que les acteurs politiques se disent que finalement, c'est le président qui va désigner celui qui va diriger les destinées de Dakar. Mais ça va prendre tout le monde, ça va mettre tout le monde mal à l'aise parce que les Dakarois veulent quelqu'un qui puisse comprendre les revendications, les aspirations de Dakar. Et je crois que cette idée-là, il faudrait peut-être que le dialogue national discute pour voir, parce que quand même, il y a beaucoup de propositions, par exemple, de statut pour la ville de Dakar, mais on oublie qu'il y a Thiès, qu'il y a Saint-Louis, etc. Qu'on en fasse un débat national. Absolument. Pour voir, si vous voulez, même la gestion du territoire. Oui. C'est ça, à mon avis, la bonne perspective. Comment gérer demain le Sénégal, surtout les grandes capitales. En tout cas, tout de suite, on a parlé de recul démocratique. Est-ce que vous êtes d'avis que donner un statut spécial à la ville de Dakar est vraiment une entorse à notre démocratie? Je relève d'abord, permettez-le-moi, Binta, que documents disent que Aminata Mbengue Ndiaye ne s'est pas prononcé dans cette question, dans ce sens-là. Je le relève. C'est les cadres du parti qui l'ont dit. Qui le disent. Oui. C'est les cadres du parti qui le disent. Je pense que c'est surtout un certain Kadiali Gassama qui s'est prononcé en rejetant formellement cela, en disant que non, ce n'est pas l'idée qu'elle a émise. Maintenant, que, comme on dit, le bébé en tout cas dans le bain, voir comment bien le nettoyer par rapport à cette question. Je pense que c'est une idée, s'il avait été prononcé par Aminata Mbengue Ndiaye, qui est très mal venue, parce que personne ne peut accepter le maire, l'édile. Comment est-ce que vous allez l'appeler si le président de la République l'élit? Le maire du président? Mais non, attendez, oui, bon, vous me donnez ce que vous avez dans la tête, parce que le maire, je pense que dans l'étymologie même, répond à une attente des citoyens de manière générale, qui se prononcent pour dire voilà celui que nous avons élu. Ce ne peut pas être un président de la République. Donc, ceci même rejette formellement que cette initiative peut être prise en compte par un président de la République, fut-il le plus intelligent au monde. Oui. Ça va poser débat. Ça va poser débat et ça pose débat déjà. Et je pense donc que ranger cette question le plus rapidement aux oubliettes et demander à ceux qui veulent être des aspirants comme vous
comme Albert, Oui, comme moi. absolument. Nous pouvons tous Absolument. dire oui, nous pouvons briguer ce mandat. Parce que nous voulons être au service de nos citoyens. C'est ça l'utilité, être au service des citoyens, travailler pour les citoyens. C'est ce statut qu'il faut bien honorer. C'est quelque chose d'extrêmement sacré même dans un pays. Je vais vous citer ce que disait feu le roi Hassan II. Il a dit un jour, si j'avais un choix à faire, je serai conseiller municipal. Le conseiller municipal, c'est celui qui devient le maire. Voilà la noblesse. Voilà la noblesse du maire. Donc moi je pense que c'est vraiment une question sur laquelle on peut ne pas trop s'arrêter pour dire que simplement peut-être que c'était un lapsus de langage. En tout cas, on a entendu Aminata Mbengue Ndiaye dire que nous allons continuer notre compagnonnage jusqu'au bout avec le président de la République. Vous l'avez entendu peut-être. Quelle lecture vous en faites? Est-ce que ce compagnonnage va prendre fin en 2024 ou au-delà, le Parti socialiste va avoir son candidat à la présidentielle? Bon, tel que c'est reparti, je crois que Macky Sall va encore travailler pendant longtemps avec le Parti socialiste. Bon, parce que la secrétaire générale s'inscrit dans la dynamique de l'héritage de Ousmane Tanor Dieng. Et elle veut rester fidèle jusqu'au bout à cet héritage. Maintenant, ce qui est gênant pour moi, c'est au niveau interne toujours. C'est-à-dire qu'une telle idée, elle est trop précoce. Il reste 4 ans, plus de 4 ans. Il y a toutes choses qui peuvent se passer. On va vers des locales, il y a des législatives. Le Parti socialiste a besoin de revenir dans l'espace public. C'est un grand parti qui est héritier de beaucoup de choses. Il ne faut pas tuer un grand parti comme ça. De façon désinvolte. Il y a des choses, les grandes décisions, à mon avis, doivent être prises par des instances des partis politiques. Et je crois que c'est une erreur politique de donner l'impression qu'on va aller avec Macky Sall au-delà de 2024, que c'est trop tôt et c'est de l'inexpérience même politique. Il faut savoir garder la distance. Le Parti socialiste a assez d'expérience, a assez de ressources. Il est dans un accompagnage. Il travaille avec Macky Sall. Ils ont 4 ans. Mais c'est trop tôt pour moi de se lancer dans l'après-Macky Sall. Parce que même Macky Sall, quoi qu'on dise, aujourd'hui, il réfléchirait 2 fois avant de dire que 2024, il va faire ceci ou cela. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans les 4-5 ans à venir. Et je crois que le Parti socialiste aussi a intérêt à préserver son unité. C'est tout ce qui peut disloquer le Parti socialiste. Je crois que la direction devrait l'éviter. Oui, et même ce samedi, dans le midi, on a eu la réaction du maire de la Médina, Bamba Fall, qui semble vous conforter dans ce que vous avez dit, que Aminata Mbengue Ndiaye a bien fait une erreur de communication, une erreur politique, et que le PS aura bel et bien son candidat en 2024. On pourrait le dire comme ça, que le charme en politique, c'est l'infidélité. C'est également les divisions. Mais ce ne sont sûrement pas les certitudes. Ce ne sont sûrement pas les certitudes. Et je pense que sur ce plan-là, s'engager d'ores et déjà à être dans un compagnonnage ferme, irréversible, jusqu'à des échéances qui sont fixées d'ici 4 ans, c'est peut-être s'aventurer d'une certaine manière. Ouais. Parce que vous ne savez jamais de quoi demain sera fait. Et sur ce plan-là, je pense que des voix vont s'affirmer les prochains mois encore pour dire que le Parti socialiste ne doit pas mourir. Le Parti socialiste ne peut pas mourir. Le Parti socialiste doit grandir. Maintenant, nous sommes dans une équation qui est terrible même pour l'ensemble de nos partis politiques. C'est le jeu des coalitions, de manière générale. Vous coalisez, vous acceptez que quelqu'un soit devant. Parce que partir seul n'est plus sûr. En tout cas, depuis 2000, c'est ce que l'on vit dans notre pays. Voilà, c'est le temps des grands ensembles. S'affirmer maintenant pour dire que je dois exister, oui, chacun doit y aller de son fondement.
Quelqu'un me disait hier, mais l'URD de Djibo Leïtika, on ne l'entend plus. Et pourtant, l'URD continue d'exister, mais dans un ensemble. Parce que l'URD seul n'existe presque plus. Mais dans l'ensemble, l'URD a la voix comme tous les autres. Le Parti socialiste est un parti, très grand parti. Depuis 1946, depuis comme Albert, non, c'est plutôt l'autre que j'ai entendu le dire ce matin, Souleymane Bachir Diagne, dans une émission. Depuis 1946, que Senghor s'est lancé dans l'aventure politique, le Parti socialiste est là et bon an, mal an, essaie d'avancer dans son positionnement. Est-ce que son positionnement d'aujourd'hui lui permet de dire je vais encore grandir comme le Sphinx qui renaît pour qu'en 2024 je puisse briguer encore les suffrages des Sénégalais, qui ne savait. Mais ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est que les socialistes doivent encore être là. Le parti ne doit pas mourir. Le parti ne doit pas mourir. Alors, merci beaucoup, Pape Amadou Fall, d'avoir répondu à notre invitation. Mais je vais rectifier rapidement une petite erreur, parce que dès le départ, je n'ai pas eu l'opportunité de dire quand même à Albert que nous sommes ensemble. Et merci d'avoir fait cette émission avec nous, Binta. Merci beaucoup, Albert.